appareil locomoteur. Et je vous rappelle que cet appareil se constitue par trois systèmes. Un système squelettique, un système articulaire et un système musculaire. Nous sommes arrivés à troisièmement, qui est le système musculaire. D'abord, la définition du muscle. Le muscle est un tissu conjonctif qui a une capacité de se contracter. C'est la définition, donc c'est de ce tissu au niveau de l'organisme dont les cellules se raccourcissent pour rapprocher les extrémités du muscle. Alors, par quoi est constitué un muscle? Le muscle se constitue par un corps. Donc, un muscle est constitué par un corps. Donc, un corps qui se constitue à son tour par des cellules contractiles et des tendons. Donc, nous avons un tendon d'un côté et un autre de l'autre côté. Et donc, la forme générale du muscle, c'est le corps, la constitution générale, c'est le corps et les tendons. Alors, pour les tendons, nous avons un tendon, toujours un tendon fixe pour fonctionner, un tendon fixe qu'on appelle le tendon d'origine, le tendon d'origine ou l'origine du muscle, et le tendon de terminaison, le tendon de terminaison. Le tendon de terminaison. Donc nous avons ce cas de figure en général pour la forme du muscle. Pour le muscle squelettique, donc on peut avoir pour un muscle plus qu'une tête, plus qu'un chef, et donc d'un seul côté, on peut avoir une origine, un corps qui se constitue par deux chefs. Donc, ce muscle a trois tendons, deux d'un côté et un de l'autre côté. Ce muscle, on l'appelle un muscle biceps. On a des exemples dans le corps, donc muscle biceps. Un muscle biceps. Un muscle biceps, donc un muscle qui a deux têtes. Le mot seps, ça veut dire chef, ça veut dire tête. Et donc, ce muscle, un muscle, lorsqu'il se présente comme ça, il s'agit d'un muscle biceps. Et au niveau de l'organisme, on a deux muscles biceps, le biceps brachial et le biceps fémoral. Donc, au niveau de la cuisse, la région postérieure de la cuisse. Une autre forme du muscle, c'est lorsqu'il a d'un seul côté trois chefs. D'un seul côté, trois chefs. Donc, 1, 2 et 3. Donc, d'un côté, il a un tendon qui soit un tendon d'origine ou de terminaison. Ça dépend du fonctionnement du muscle. Donc, un tendon d'un côté et trois tendons de l'autre côté. Et ce muscle, ça va être appelé muscle triceps. Et donc, nous avons dans l'organisme deux muscles triceps qui sont le muscle triceps brachial et le triceps sural. Donc, lorsqu'on a deux chefs d'un côté, c'est un muscle biceps dans l'absolu. Et nous avons deux exemples dans l'organisme. Si on a trois chefs d'un côté, il s'appelle le muscle triceps. Et les exemples, on a deux muscles triceps dans l'organisme. Le muscle triceps brachial qui se trouve dans la loge postérieure du bras et le triceps sural qui est au niveau de la loge postérieure de la jambe. Le troisième cas de figure, c'est lorsque le muscle se constitue par quatre chefs. Le muscle se constitue par quatre chefs d'un côté, donc c'est un seul exemple dans l'organisme, donc un tendon, que ce soit de terminaison ou d'origine, et de l'autre côté, donc trois, ou plutôt quatre tendons
d'un seul côté, et là, ça s'appelle le muscle quadriceps. On n'a qu'un seul exemple, donc c'est le muscle qui se trouve au niveau de la loge, qui constitue la loge antérieure de la cuisse. Donc, ce sont les 4 formes possibles des muscles lorsqu'ils se constituent par plus qu'un corps. Et là, il s'agit d'un muscle monoceps, donc un seul chef, muscle biceps, muscle triceps, et là, le muscle quadriceps, car on a un seul exemple au niveau de l'organisme. Un autre cas de figure pour la disposition du corps du muscle. Donc, on a une série de ventres, une série de corps musculaires, donc qui sont reliés par des tendons. À l'extrémité, on a un tendon intermédiaire entre les deux, et par la suite un tendon intermédiaire et un tendon à l'extrémité. Ce cas de figure s'appelle un muscle polygastrique, car le mot gastre, ça veut dire ventre, et c'est un muscle polygastrique. Le cas de figure, donc nous avons soit 2 muscles digastriques, ou plutôt un muscle à 2 ventres, donc il s'appelle un muscle digastrique. Un muscle digastrique, donc qui se constitue lorsque ça s'arrête là, donc un muscle digastrique. Lorsqu'il s'arrête là, c'est un muscle digastrique. Et les exemples sont 2 ou 3 muscles. Donc nous avons le muscle digastrique qui se constitue par 2 ventres. Nous avons le muscle homo-iridien, lui aussi, qui se constitue par 2 ventres. Et nous avons le muscle occipito-frontal, lui aussi se constitue par 2 ventres. Donc, et les ventres sont à la disposition dans l'espace, soit un ventre supérieur, un ventre inférieur, soit un ventre antérieur, ça dépend du muscle. Un ventre antérieur, ventre postérieur, ça dépend du muscle. Donc, le muscle digastrique, d'une manière générale, c'est lorsqu'il se constitue par 2 ventres successifs. Le plus important au niveau de ce muscle, de cette forme de muscle, c'est ce tendon-là qui est ce qui s'appelle le tendon intermédiaire. Donc, ça s'appelle le tendon intermédiaire. Nous avons dans l'organisme un muscle qui se constitue, un muscle un et un seul, qui se constitue par 4 ventres. En fait, c'est le muscle qui est le droit de l'abdomen, donc ça se constitue par 4 ventres successifs. Donc la forme qu'on présente au niveau du schéma de 3 ventres n'existe pas au niveau de l'organisme. C'est pour cette raison-là qu'il s'agit d'un schéma de discussion et pas un schéma véridique. Ça, c'est donc la forme des muscles. Et on va immédiatement appliquer les constituants de l'appareil locomoteur au niveau des différentes régions de l'organisme. On va commencer par la région cervicale, le cou, puis le membre supérieur, puis le membre inférieur. Et sans plus tarder, donc, on va avoir on va présenter un schéma qui présente le cou. Sur un profil droit, c'est la convention anatomique. Sur un profil droit, c'est la convention anatomique. Et donc, 2 profils. Nous avons le front, le nez, l'arête du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton et le cou. Avec l'auricule pour avoir une référence, pour avoir un repère. Et sur ce schéma, on va esquisser la mandibule avec le bord postérieur de la branche mandibulaire et le bord basilaire de la mandibule. On va mettre en place donc l'esquisse du néa acoustique externe et on va mettre en exergue, on va mettre
un point qui montre la protubérance occipitale externe. En bas, on aura besoin du bord supérieur du sternum et on aura besoin de la clavicule, donc de la clavicule, et on aura besoin de l'acromion. C'est pour cette raison-là qu'on a besoin toujours d'avoir une connaissance de l'ostéologie avant d'étudier donc l'anatomie. Donc c'est le bord supérieur du sternum, la clavicule, l'acromion, et on va mettre en relief le processus épineux de la 7e vertèbre cervicale. Donc, on va revenir à la définition du cou. Le cou, c'est la région de transition entre le tronc et la tête. Pourquoi région de transition? Car tous les éléments constitutifs du cou sont des éléments de passage. Et par la suite, donc les axes de passage, ce sont des axes de passage. Donc, il n'y a pas d'organe propre au cou à part la glande thyroïde. Donc, tous les éléments sont des éléments de passage, que ce soit les éléments osseux ou les structures osseuses, que ce soit les structures musculaires, il y a des muscles qui passent de la tête jusqu'au milieu du tronc, et que ce soit les structures nerveuses, donc tout passe à travers le cou. Donc la définition du cou, c'est la région de transition entre la tête et le tronc. D'abord, donc quelles sont les limites du cou? Les limites du cou, la limite supérieure et d'avant en arrière, c'est le bord basilaire de la mandibule, le bord inférieur de la mandibule, c'est le bord postérieur de la branche mandibulaire, c'est le bord inférieur du méa acoustique externe et la ligne qui relie ce méa acoustique externe avec la protubérance occipitale externe. Et donc, ce trait fait une sorte de collier autour de la tête, donc autour du cou, autour de la limite. Et donc, je répète, d'avant en arrière, la limite supérieure du cou, c'est le bord à partir de la symphyse mentonnière, donc c'est le bord basilaire de la mandibule, puis le bord postérieur de la branche mandibulaire, puis la tangente inférieure ou la limite inférieure du méa acoustique externe et une ligne fictive, une ligne conventionnelle qui relie le méa acoustique externe avec la protubérance occipitale externe. La limite inférieure, c'est de la même façon, d'avant en arrière, nous avons la fourche sternale ou l'incisure jugulaire qui s'appelle la fourche sternale, c'est-à-dire le bord supérieur du mandibulium sternal. Nous avons le bord antérieur de la clavicule. Nous avons le bord latéral de l'acromion et la ligne fictive, la ligne imaginaire qui relie l'acromion, le bord latéral de l'acromion avec le processus épineux de la 7e vertèbre cervicale. Donc la même chose. Il s'agit d'un trait qui est circulaire, donc qui est rond, donc qui délimite par en bas la base du cou ou la limite inférieure du cou. Et donc je répète, c'est le bord supérieur du mandibulium sternal et par la suite le bord antérieur de la clavicule. Je rappelle que la clavicule est un os aplati, donc qui présente un bord antérieur, un bord postérieur, donc une face supérieure, une face inférieure. Et d'ailleurs, d'emblée, la clavicule n'appartient pas au tronc, la clavicule appartient au cou. Déjà, la moitié supérieure de la clavicule, c'est cervical. Donc, ça c'est pour les limites. Maintenant, ça fait partie de l'appareil locomoteur, l'appareil du mouvement. Donc, cet appareil, cette région se divise en 3 systèmes. Un système squelettique, un système articulaire
et un système musculaire. Donc on va appliquer ce qu'on a vu en général, donc les définitions. Donc quel est le système squelettique, quel est le squelette du cou? Le squelette du cou, donc ça se limite en bas par en haut par la mandibule, donc nous avons la mandibule et c'est la limite de la mandibule, le bord basilaire de la mandibule. Nous avons derrière la fosse mandibulaire, le méa acoustique externe, le processus mastoïde et l'occipétal. L'occipétal, donc avec on met en relief la protubérance occipétale externe. Donc ce qui est hacheré là, ça fait partie du cou. Donc ce qui est hacheré, ça fait partie du cou, et le reste c'est la limite, donc la limite du cou, comme ça, donc la limite supérieure du cou. Nous avons la série de la colonne vertébrale, donc les 7 vertèbres. Nous avons la première vertèbre cervicale qui est l'atlas et qui se présente là par le processus transverse. Le deuxième processus transverse, donc de l'axis. Le troisième processus transverse avec le corps et le processus épineux. Donc, troisième vertèbre cervicale, donc quatrième vertèbre cervicale avec son corps et son processus épineux. Cinquième vertèbre cervicale, donc avec la même chose, le corps et le processus épineux. Sixième vertèbre cervicale, pardon, donc avec le processus transverse et le processus épineux. Et la septième vertèbre cervicale, là, avec le processus transverse et le processus épineux. Nous avons aussi un os qui fait partie du squelette du cou, qui est l'hyoïde, qui est l'os hyoïde. Et nous avons aussi au niveau du cou un squelette cartilagineux qui est constitué principalement par les cartilages du larynx. Donc nous avons le cartilage thyroïde, donc le cartilage thyroïde et les autres cartilages, le cartilage cricoïde. Et par la suite, nous avons les anotracheaux, donc qui constituent le squelette du cou. Donc, au total, le squelette ostéocartilagineux, c'est la colonne vertébrale cervicale, 7 vertèbres cervicales. Nous avons une portion de l'occipétal, une portion du temporal, particulièrement le processus mastoïde et le processus thyroïde, qui sont des structures qui appartiennent au cou. Nous avons l'osioïde en entier qui appartient au cou, et nous avons les cartilages du larynx, donc d'une manière générale, les cartilages du larynx, le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde et les anneaux trachéaux qui constituent ce squelette qui maintient dans l'espace le cou.